Terre d'audace et d'aventure, la côte ouest des États-Unis a depuis toujours agi comme un aimant sur les voyageurs et les immigrants de tous horizons. Mais d'où vient l'incroyable fascination qu'elle exerce dans le monde entier? Quels sont les secrets de son succès? Pour le savoir, préparez-vous à rencontrer quelques-uns de ses habitants qui incarnent parfaitement la joie de vivre et le dynamisme de la West Coast. En route pour un voyage à travers les États de la côte ouest des États-Unis, de la frontière avec le Canada jusqu'au Mexique. Nous partons aujourd'hui à la découverte de l'univers merveilleux de la Californie du Centre. Big Sur représente sans aucun doute la partie la plus belle et la plus spectaculaire de la côte ouest. Ses falaises qui tombent à pic dans l'océan, ses hautes montagnes et sa faible densité de population donnent l'impression d'une nature encore sauvage. On reconnaît du premier coup d'œil Big Sur au pont sur le Bixby Creek. Les montagnes qui plongent dans l'océan Pacifique servent de refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux. Le condor de Californie a lui aussi habité les montagnes pendant des siècles, jusqu'à ce que l'homme mette sa survie en péril au début du XXe siècle. Depuis quelques années, un programme de réintroduction permet à un petit nombre de condors de vivre de nouveau en liberté sur la côte de Big Sur. À l'aide d'une antenne réceptrice, le biologiste David Chapman repère les oiseaux munis d'émetteurs de localisation. David travaille pour la Ventana Wildlife Society, une association locale pour la protection des animaux qui veille à assurer la survie des condors. Quand il travaille, David passe une grande partie de son temps dans une petite station d'observation perchée sur une montagne de Big Sur. Les oiseaux majestueux effectuent des cercles à intervalles réguliers au-dessus de l'abri du biologiste. 67 condors environ vivent au centre de la Californie. Notre mission consiste à noter jour après jour les informations concernant leur état de santé et leurs activités. Comme cette espèce est aujourd'hui encore menacée d'extinction, nous avons besoin de ces relevés quotidiens qui nous permettent de repérer les décès et de localiser les animaux. Nous pouvons ensuite intervenir s'ils ont besoin d'aide. Au-dessus du littoral, souvent embrumé et à proximité immédiate du poste d'observation, la Ventana Wildlife Society a aménagé une station de piégeage pour les condors. David s'y rend une fois par jour. C'est ici que les premiers condors de Californie ont été relâchés en 1997 dans le cadre du programme de réintroduction. Tous les condors portent des numéros bien visibles de loin. J'ai commencé à travailler comme biologiste sur le terrain il y a 10 ans environ, juste après mes études.
Il s'agissait au départ d'un travail saisonnier. J'aime particulièrement travailler avec les oiseaux et je me suis toujours intéressé aux espèces menacées. Quand on pense aux espèces d'oiseaux menacées, le condor est la référence. Mon stage à la Ventana Wildlife Society a donc été une véritable aubaine pour m'introduire dans la voie que je souhaitais. Les condors forment une espèce à part. Ce sont des animaux très sociables. Ils communiquent en changeant les couleurs de leur visage. Les condors ont beaucoup de particularités qui font d'eux des êtres exceptionnels, et ils sont en plus très intelligents. Je me suis découvert une vocation en travaillant avec ces oiseaux. Je crois que ma relation au condor s'est encore renforcée lorsque je me suis rendu compte de l'importance que beaucoup de tribus indiennes de l'Ouest leur accordaient, et leur accordent encore aujourd'hui. Partout où les Indiens ont rencontré des condors, ils leur ont voué un culte. Ils les ont sacralisés et entourés de mystères. Cette découverte a élargi mon horizon. J'ai décidé de veiller sur les condors qui ont été remis en liberté en Californie et de restaurer le lien entre ces oiseaux et les autochtones qui ont si longtemps été privés de leur présence. Jusque-là, des condors ont été relâchés à proximité du Grand Canyon, en Arizona et le long de la côte de Big Sur. Nous sommes donc dans la station de piégeage avec le piège à double porte sur le côté que nous utilisons pour capturer les oiseaux 2 fois par an. Nous leur faisons une analyse de sang pour repérer les éventuelles traces de plomb et voir s'il y a empoisonnement ou pas. S'il y a intoxication, nous emmenons les animaux aux zoos de Los Angeles. Si nous ne remarquons rien d'anormal, nous procédons à d'autres examens avant de les remettre en liberté. Je suis en train de vérifier quelques paramètres de santé. Je m'assure qu'aucun des oiseaux ne souffre de stress ou ne montre des signes de fatigue pour une raison ou une autre. Je regarde en outre si les oiseaux ont mangé récemment, s'ils ont pris un bain et s'ils se sentent à l'aise. Les condors de Californie se nourrissent presque exclusivement de la charogne de gros mammifères. De grands groupes d'oiseaux se forment autour d'un cadavre. Ils peuvent manger jusqu'à 1 kg de chair par repas et jeûner ensuite plusieurs jours. Les condors sont des créatures à part, qui servent en quelque sorte d'éboueurs puisqu'ils ne mangent que des animaux morts. Ils jouent un rôle très important pour les écosystèmes côtiers comme celui-ci, parce qu'ils contribuent à maintenir les plages propres. Quand nous voulons les capturer pour leur faire passer des examens médicaux, nous les attirons avec des cadavres de veaux. Quand il déploie ses ailes, le condor de Californie peut atteindre une envergure de 3 mètres. Même si le paysage de Big Sur a subi relativement peu d'altérations au cours des derniers siècles, le rapace se voit aujourd'hui confronté à des dangers d'un nouvel ordre. Le principal problème que nous rencontrons pour la réintroduction des populations de condors aujourd'hui est la toxicité des munitions en plomb. Les condors mangent les entrailles laissées par des chasseurs ou les restes d'animaux abattus avec des balles de plomb dans des fermes. Ces morceaux de plomb sont responsables de l'intoxication des condors et provoquent leur mort. Au début du XXe siècle, les condors étaient persécutés, on volait leurs œufs ou les oiseaux étaient tout simplement abattus. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce problème-là. La survie du condor dépend essentiellement du recul des munitions en plomb.
En tant qu'organisation caritative, nous avons reçu une aide financière pour distribuer gratuitement dans tous les ranchs et à tous les chasseurs de la région des munitions en cuivre qui ne nuisent pas aux condors. S'ils renoncent une fois pour toutes aux munitions toxiques, le plomb disparaîtra de la chaîne alimentaire. Nous espérons que les condors verront un jour le bout du tunnel, qu'ils arriveront à survivre. Mais c'est un long processus que nous accompagnons chaque jour. En 2006, un nid de condors avec des petits à l'intérieur a été découvert pour la première fois en l'espace de plus de 100 ans dans un séquoia côtier au nord de Big Sur. Depuis, une dizaine de couples de condors ont assuré chaque année leur descendance. Malgré les nombreux succès rencontrés, il va falloir encore redoubler d'efforts pour réintroduire plus de 150 condors en Californie comme initialement prévu. La survie de l'espèce à l'état sauvage continue d'être menacée. Big Sur fait partie des sites incontournables de la Highway 1. Cette route achevée en 1937 suit la côte sur plus de 100 km en direction du sud. Elle épouse le contour des montagnes qui avancent jusqu'à la mer. Les paysages romantiques qu'offre cette côte ont fait le bonheur de plus d'un photographe de la nature. Robert Knight en fait partie. Ce photographe professionnel vit à Carmel, une ville située au nord de Big Sur. C'est Ansel Adams qui a commencé à photographier les paysages de la côte ouest. Ce photographe de la nature a par la suite fait des émules dans le monde entier. Ansel Adams a placé l'environnement préservé des hommes au cœur de son travail. Il s'était fixé pour objectif de reproduire la nature au plus près. Robert poursuit le même. Il aime particulièrement photographier le littoral de Big Sur avec son appareil panoramique. L'océan Pacifique se différencie nettement de l'océan Atlantique. Il change bien sûr d'aspect au cours de l'année avec les marées et les saisons qui créent une atmosphère particulière. Peu importe le jour, l'heure de la journée, la saison, il suffit de regarder le littoral pour plonger dans une beauté infinie. Je suis heureux d'habiter ici. Je me sens très équilibré et en harmonie avec moi-même. J'ai le sentiment de faire partie de quelque chose d'essentiel. Quand je rentre d'une longue journée de travail, j'ai l'impression d'avoir encore plus d'énergie qu'avant de m'y mettre. Et je n'échangerai cette sensation pour rien au monde. Robert exerce ce métier depuis de nombreuses années avec succès. La photographie de paysage est aujourd'hui reconnue comme un genre artistique à part entière.
Il commence chaque journée par une séance de jogging sur la plage de Carmel, la ville où il réside. Une vie saine et sportive fait quasiment partie intégrante du quotidien des Californiens qui vivent sur la côte. J'accorde une grande importance au cadre de vie. Je veille à avoir un mode de vie sain et équilibré, ce qui n'est pas difficile en Californie. Pour moi, c'est avant tout de se lever tôt et passer quelques heures dans la nature en début de journée, en courant dans des sentiers de montagne ou ici, sur la plage de Carmel. Il y a tant à voir, et cela me permet d'entrer vraiment dans la journée. Robert possède une petite galerie dans le centre de Carmel, où ses photographies spectaculaires de la côte ouest se vendent comme des petits pains. J'ai pris la plupart de ces photographies il y a quelques années déjà. Elles datent de l'époque où je passais mon temps à visiter les mêmes lieux pour me familiariser avec eux. Quand on prend le temps de revenir plusieurs fois aux mêmes endroits, on peut les voir à différents moments de la journée, à différentes saisons, par tous les temps, et avec une lumière qui change à chaque fois. J'ai vraiment de la chance de m'installer ici et d'être chaque jour immergé dans ce bain de beauté. C'est un vrai paradis pour les photographes comme moi. Aujourd'hui, la photographie de paysage et de la nature en général est considérée, à juste titre, comme une forme d'art à part entière. La nature est magnifique, elle mérite toute notre estime et sa place dans l'univers artistique. Je m'engage pour cette reconnaissance. Mais tout l'honneur revient à la nature. Moi, je ne fais que témoigner de sa beauté. L'une des sources d'inspiration les plus connues de Big Sur est la petite crique de McQuay et sa cascade, située dans le parc national Julia Pfeiffer Burns. À environ 300 km à l'est de San Francisco, les hautes montagnes du centre de la Sierra Nevada hébergent un autre joyau de la Californie, le parc national de Yosemite. Ce site merveilleux inscrit au patrimoine de l'UNESCO est un paradis niché au milieu de spectaculaires falaises et de sommets de granit qui encadrent la végétation luxuriante de la vallée de Yosemite, comme des sentinelles. Les immenses blocs de roches monolithiques du Half Dome et de l'El Capitan, qui s'élancent haut vers le ciel, défient les grimpeurs du monde entier. Dans les années 70, l'escalade libre a pris son essor dans le parc de Yosemite pour atteindre un niveau de difficulté extrême. Cette activité a largement contribué à la renommée mondiale de la région et a rendu ce type d'escalade populaire. Dave Bankston, un grimpeur expérimenté, se rend avec son compagnon d'entraînement à l'El Capitan pour une séance d'escalade. La première voie aménagée pour l'escalade libre sur la paroi ouest, haute de 1000 mètres environ, date de 1979 seulement. Au fil des années, des itinéraires de plus en plus complexes ont été tracés dans la vallée de Yosemite. Ok, nous y voilà. Ça m'a l'air pas mal. Le parc national de Yosemite fait partie des principaux points d'attraction pour les grimpeurs. Nulle part ailleurs on ne trouve des parois aussi belles, hautes et faciles d'accès comme celle-ci. La météo est souvent bonne ici et on peut s'aventurer sans crainte sur les rochers solides et stables. Il fait vraiment bon grimper dans ce cadre naturel, à l'abri de la civilisation.
Dave travaille et vit dans le parc national de Yosemite depuis plusieurs années. Il fait maintenant partie des professeurs d'escalade les plus réputés de la région. Pour rester en forme, il s'entraîne plusieurs fois par semaine sur les parois abruptes des rochers. L'escalade libre consiste à n'utiliser que les mains et les pieds pour se déplacer. La corde ou le crochet ne servent qu'à assurer le grimpeur en cas de chute. L'escalade me plaît par bien des aspects. J'aime être en hauteur et profiter du paysage une fois arrivé au sommet. Le degré de concentration que cette activité exige me plaît aussi. On ne peut penser à rien d'autre lorsqu'on grimpe. Et puis, il y a bien sûr les sensations fortes, l'adrénaline qui monte, parfois aussi la peur liée à la prise de risque. J'aime le défi que cela représente physiquement, le fait de devoir me surpasser. J'aime bien aussi résoudre des problèmes. Les appuis ne se trouvent pas toujours là où on aimerait qu'ils soient. On doit dans ce cas faire des choix. Qu'est-ce qu'on met en premier? La main droite ou la main gauche? Le pied gauche vers le haut? Dans quelle direction dois-je déporter le poids? Toutes ces questions me stimulent. Je savoure le sentiment d'avoir atteint un objectif. J'aime faire mes preuves en relevant des défis. Voilà pourquoi l'escalade me plaît tellement. Le parc national de Yosemite a été créé en 1890, grâce à l'engagement du naturaliste John Muir, qui a œuvré toute sa vie pour la protection des paysages de la côte ouest. Muir est d'ailleurs considéré comme le pionnier du mouvement écologiste américain. En 1892, il a fondé le Sierra Club, une association de défenseurs de la nature avec laquelle il faut compter aujourd'hui encore sur la scène politique. Ma première séance d'escalade dans le parc de Yosemite remonte à très loin maintenant. Mes amis et ma famille n'auraient sûrement jamais imaginé que je travaillerais et que je m'installerais ici un jour. Ils pensaient sûrement que je ferais complètement autre chose de ma vie. Mais je suis resté ici parce que j'aime l'escalade et le lieu. Ce qui est drôle, par contre, c'est de passer mes vacances en ville, comme tous les autres montagnards. Les citadins font exactement l'inverse. Ma femme et moi allons en ville pour visiter les musées et passer un week-end loin des montagnes. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à vivre en ville. Le premier feu rouge auquel je me suis arrêté en arrivant de mes montagnes m'a rappelé qu'il y a beaucoup d'hommes dans une ville et qu'on ne peut pas se passer de cette signalisation. Le parc de Yosemite peut lui aussi être noir de monde, mais il suffit de s'éloigner un peu des sentiers battus pour échapper à la foule, même en plein cœur de l'été. Chaque année, près de 3,7 millions de touristes visitent le parc national de Yosemite. Des consignes strictes ont heureusement permis jusqu'à aujourd'hui de concilier au mieux le projet environnemental avec un tourisme en plein essor. On associe souvent la Californie aux rêves et aux idées novatrices. La soif d'innovation qui caractérise la côte ouest
s'appuie sur un partenariat étroit entre les nombreuses universités américaines et l'industrie. L'université d'élite de Stanford, au sud de San Francisco, illustre parfaitement cette collaboration. Dans les années 50, un pôle industriel et de recherche a été aménagé à Palo Alto, à proximité immédiate de l'université. Les anciens étudiants de Stanford y ont créé de petites entreprises. Avec le développement de l'informatique, de plus en plus de sociétés spécialisées dans la technologie de pointe s'y sont implantées. Ce pôle novateur a fini par prendre le nom de Silicon Valley. Beaucoup d'entreprises multinationales comme Apple, Google, Intel, Yahoo ou Hewlett-Packard ont fait de la Silicon Valley le siège de leur activité. Aujourd'hui encore, on assiste chaque jour à la création de nouvelles entreprises. Un grand nombre d'entre elles sont des startups qui désirent s'imposer sur le marché juteux des applications pour téléphones mobiles et tablettes tactiles. La société Flipboard et son application agrégatrice d'informations fournit l'exemple d'une start-up qui a réussi à s'installer sur le marché. Cette application permet de rassembler des contenus provenant de médias sociaux et d'autres sites internet pour les présenter sous la forme d'un magazine. Flipboard a vu le jour à l'occasion d'une séance de brainstorming organisée par l'expert en technologie Mac McHugh et ses collègues. L'interface de Flipboard a été spécialement conçue pour feuilleter des documents. En 2010, Flipboard a été élu application de l'année. C'est Mac McHugh, son fondateur, qui gère la société. Flipboard fait partie des startups caractéristiques de la Silicon Valley. Nous essayons de réinventer quelque chose qui existe depuis longtemps avec l'aide de la technologie. Je pense que beaucoup des idées que l'on associe aujourd'hui à la Silicon Valley viennent en fait de la côte ouest. Les projets novateurs, le goût du risque, certains mouvements de contre-culture des années 60, la croyance selon laquelle une personne peut changer le monde avec la technologie. Des gens s'installent dans la Silicon Valley pour faire partie de cette culture née en Californie. Je suis sûr que l'environnement influence grandement notre créativité et notre manière de penser. Le capital risque dont disposent ces esprits en avance sur leur temps contribue grandement au succès rencontré par la Silicon Valley. Aucune idée n'est considérée comme a priori démesurée ou farfelue. On trouve ici beaucoup de personnes prêtes à investir dans le capital risque, beaucoup d'idées, de talents et une réflexion sans cesse renouvelée sur la nouveauté. Il suffit de pousser la porte d'un café en bas de la rue pour voir 4-5 personnes en train de travailler à la création d'une nouvelle entreprise. Elles programment une nouvelle application, rencontrent un investisseur en capital risque ou font passer un entretien à un cofondateur potentiel. Tout se passe ici. C'est un phénomène très particulier qui n'a aucun équivalent ailleurs. D'autres régions et d'autres villes ont essayé de suivre son exemple avec plus ou moins de succès, mais la Silicon Valley reste un phénomène unique en son genre. La rencontre de plusieurs facteurs a favorisé l'émergence d'une approche de la vie particulière. Il s'agit de cette croyance selon laquelle nous pouvons utiliser la technologie pour changer le monde et le rendre meilleur. Une manière de penser très idéaliste s'est imposée dans la région. Monterey compte parmi les endroits les plus réputés de la côte du centre de la Californie. Dans les années 30 et 40, cette ville était considérée comme la capitale de la sardine. Aujourd'hui, elle héberge le Monterey Bay Aquarium, connu dans le monde entier. Le jour vient de se lever. La mer est encore calme. Le biologiste marin Wyatt Patry et son assistante Angela se rendent en bateau dans la baie de Monterey, la plus grande réserve marine des États-Unis. Wyatt gère la célèbre collection de méduses de l'aquarium de Monterey. Aujourd'hui, les biologistes veulent pêcher de nouvelles méduses pour les exposer.
Nous essayons de repérer les amas d'algues et de plantes à la surface de l'eau. Ils se forment sous l'action du vent et des vagues. Le bois flottant ou les détritus se prennent dedans. Les méduses aiment bien s'accrocher à la couche qui flotte à la surface. On a donc de grandes chances de les y dénicher. La baie de Monterey offre de la nourriture en abondance. Elle compte parmi les régions marines abritant la plus grande diversité d'espèces dans le monde entier. Les méduses s'y sentent donc à leur aise. La méduse est l'un des animaux les plus élémentaires qui soient, probablement le plus simple des animaux mouvants. Elle se nourrit de plancton. Elle joue donc un rôle important dans l'écosystème marin, puisqu'elle influe sur la quantité et la croissance du plancton. Sans les méduses, l'eau de mer sentirait probablement mauvais et repousserait la plupart d'entre nous par sa saleté. Malgré l'expérience désagréable que les méduses réservent aux baigneurs, ces animaux jouent un rôle fondamental dans la nature. Nous ne pouvons pas nous en passer, même si elles laissent des souvenirs brûlants aux vacanciers. Les méduses peuplent les mers depuis plus de 500 millions d'années. Des fossiles découverts prouvent même que son apparence extérieure n'a pas fondamentalement changé au cours de cette période incroyablement longue. Les méduses se déplacent de manière active ou passive. Elles peuvent se laisser porter par le courant ou décider elles-mêmes de la direction à prendre. Beaucoup de méduses ont de longs tentacules munis de cellules venimeuses. Wyatt doit prendre beaucoup de précautions pour ne pas blesser l'animal. Le superbe spécimen, qu'il est sur le point de pêcher, ne restera pas exposé dans l'aquarium plus de quelques mois. Les méduses ont une faible espérance de vie. J'essaie de les sortir de l'eau sans les abîmer. Elles peuvent faire très mal, mais il y en a des pires encore. Celles-ci provoquent généralement des démangeaisons et irritent la peau. Mais quand elles nous touchent à plusieurs endroits, on déguste. Quand les cellules venimeuses qui courent le long du tentacule entrent en contact avec la peau, la capsule venimeuse éclate et déverse une sécrétion empoisonnée. L'aquarium a ouvert ses portes en 1984. Le cofondateur du géant de la technologie Hewlett-Packard a fait construire le bâtiment moyennant 55 millions de dollars sur le terrain d'une ancienne usine de poissons de Monterey. L'aquarium repose sur un concept à la fois étonnant, intelligent et riche en enseignements. Il fait découvrir au public la diversité des espèces animales qui vivent dans la baie de Monterey et sensibilise à la protection de l'environnement marin. Toutes les méduses que nous exposons dans l'aquarium viennent de la baie de Monterey. Les spécimens varient en fonction des saisons, puisque la population de la baie change au fil des mois. C'est un peu le hasard qui m'a amené à me consacrer aux méduses. Rien ne me prédestinait au départ à m'occuper de ces animaux. Je ne savais rien d'eux. C'est peut-être cela qui m'a fasciné en fin de compte. Le peu d'informations dont nous disposons sur les méduses. Nous savons si peu de choses sur elles. La biologie marine les a grandement ignorées au cours des 60 dernières années. Elle les a traités comme des animaux qui font obstacle à la science. Nous avons donc beaucoup de temps perdu à rattraper. Et nous essayons maintenant de comprendre pourquoi les méduses prolifèrent dans le monde entier. Est-ce un phénomène naturel ou est-il accéléré par une pêche excessive ou le réchauffement climatique? Nous essayons de comprendre le rôle spécifique de ces différents facteurs.
Dans les grands bassins, les visiteurs de l'aquarium, qui se représentent généralement les méduses comme des animaux gluants échoués sur le sable des plages, peuvent les découvrir sous un jour nouveau, sous la forme d'êtres graciles évoluant dans un univers flottant. Les constructions qui se succèdent sans cesse plus nombreuses le long du littoral permettent de repérer de loin la plus grande ville de Californie. Los Angeles n'est pas une ville comme les autres, puisqu'il s'agit en fait d'un conglomérat de plusieurs villes. Los Angeles concentre près de 17 millions de personnes. En voiture, il faut compter presque 2 heures pour traverser ce grand espace urbain d'un bout à l'autre. Avec son industrie du film, de la télévision et de la musique, Los Angeles occupe aujourd'hui encore la place numéro 1 dans le domaine du divertissement. Le pilote d'hélicoptère, Robin Petgrave, travaille régulièrement pour les grands studios de Hollywood. Aujourd'hui, Robin part à la recherche d'une source d'inspiration pour un film avec un repéreur de décors naturels. Les attentes varient en fonction des repéreurs. Tout dépend aussi de la production, de ce qui se passe dans le film. Souvent, on se contente de rechercher un type de bâtiment particulier, un parking ou un paysage qui répondent à certains critères. J'aime ton approche différente, George. Tu veux pouvoir t'imaginer l'intégralité de la séquence tout de suite? Je vais essayer de te montrer ce à quoi pourrait ressembler la scène une fois tournée. Pour donner à George une idée de ce à quoi la course-poursuite dans les airs pourrait ressembler, Robin suit avec son hélicoptère un itinéraire possible au milieu des gratte-ciels de Los Angeles. Ça pourrait aller pour la séquence? Oui, c'est pas mal. Tout ce qui vole m'a toujours fasciné, depuis tout petit déjà. Un jour, à l'aéroport, j'observais les pilotes et tout ce qui se passait autour de moi. Soudain, j'ai vu un hélicoptère arriver. Le petit garçon noir que j'étais alors avait le nez collé contre la vitre. Quand l'hélicoptère s'est mis à changer de cap, je me suis mis à courir à travers les terminaux pour le suivre. Une fois qu'il s'est posé, une superbe nana et un type en sont descendus, et l'hélicoptère est reparti aussitôt. Je me suis dit que c'était la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Depuis, Robin est devenu un pilote d'hélicoptère très demandé. Mais il y a autre chose qui lui tient à cœur. Robin fait découvrir le métier de pilote à des enfants en difficulté, issus de milieux sociaux défavorisés. Nous nous trouvons à Compton, au sud du centre de Los Angeles. D'après les statistiques, beaucoup d'enfants de ce quartier ont un jour ou l'autre affaire au système judiciaire. Mais je peux m'occuper de l'un de ces enfants et changer radicalement la direction qu'il a prise. Ce gamin, qui aurait peut-être clamsé quelque part ou croupi en prison, peut faire partie de la société qui agit par opposition à celle qui ne fait rien et dépend entièrement de l'État d'une manière ou d'une autre.
Je fais cours dans une salle de classe pleine de vie et au plus près de la vie. Les enfants font des expériences qui les forment sans en avoir l'air. Les jeunes croient qu'il suffit de venir ici pour piloter un avion. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord apprendre à lire, à communiquer, étudier les maths et l'anglais et bien d'autres choses encore que leur professeur essaie désespérément de leur inculquer. À l'école, ils se rebellent, alors qu'ici, ils boivent mes paroles parce que l'apprentissage a un sens. Voici un exemple que je leur donne. Si je veux effectuer un vol de 2 heures, mais que je n'ai du carburant que pour 1 heure, tout va aller de travers. Ils commencent alors à raisonner par eux-mêmes. Ce n'est qu'après que je leur dis qu'ils viennent de faire des maths. Et ils se disent, je déteste les maths, mais j'en ai besoin si je ne veux pas revenir de l'île Catalina à la nage, parce que je n'avais pas assez de carburant. Et ça marche. C'est ce que j'appelle l'apprentissage déguisé. Ce lieu me sert de salle de classe. Tout ici contribue à éduquer. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Travailler pour l'Air Force. Tu veux t'engager dans l'Air Force? Pourquoi pas dans la Navy ou l'armée? Parce que j'aime l'Air Force et qu'il y a le mot air dedans. Ce sera l'Air Force alors. Je ne vois rien de mal à ça. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un hélicoptère fonctionne. Tu as déjà une idée? Aujourd'hui, Robin emmène pour la première fois Rodville, âgé de 11 ans, faire une virée en hélicoptère. Voilà 3 ans que Rodville se rend tous les jours chez Robin après l'école. Il a plusieurs fois eu l'occasion de voler dans de petits avions. Robin offre cette excursion en hélicoptère au jeune garçon pour le récompenser du grand intérêt et de l'assiduité dont il a fait preuve d'emblée. Il y a de tout à Los Angeles. On trouve de grands contrastes entre une pauvreté extrême dans certains quartiers et une grande richesse en centre-ville. Dans les quartiers de Beverly Hills et Beverly Parks, par exemple, où les personnes les plus riches des États-Unis se sont installées. Certaines maisons couvrent une superficie énorme, comme celle de l'acteur Eddie Murphy. Mais quand on survole notre quartier, en prenant la direction de la maison d'Eddie Murphy, on aperçoit des maisons dans lesquelles une famille entière vit dans un espace extrêmement restreint. Leur maison fait la moitié de la salle de bain d'Eddie Murphy et toute la famille vit dedans. Il y a vraiment de tout à Los Angeles. Demain, direction la Californie du Sud, vue depuis la côte ouest américaine.